Saint-Eugène pour une visite guidée de Fruits d'Or, l'usine de fruits et légumes déshydratés de Mario Carrier. Puis ensuite, on prend le large avec Yvon Chevary, pêcheur des îles de la Madeleine. Elle était peut-être au menu sur le Titanic, mais ce n'est pas pour cette raison qu'on l'appelle laitue iceberg. La laitue pommée est connue en Amérique du Nord sous le nom iceberg depuis le début de sa commercialisation parce qu'on la recouvrait de glace pour l'acheminer jusqu'aux marchés éloignés. L'iceberg est moins coloré et contient moins d'éléments nutritifs que les autres laitues. On a donc avantage à la combiner à d'autres variétés pour augmenter la valeur nutritive des salades. De toute façon, malgré son nom, l'iceberg n'est pas une laitue qui fait sa fraîche. On dit qu'à toute chose, malheur est bon. Mais on ne saurait si bien dire dans le cas de l'aiguillat commun. C'est un petit requin auquel les pêcheurs ont commencé à s'intéresser suite au moratoire qui frappe la pêche à la morue. Il y a à peine 2 ans, Yvon Chevary, comme tous les pêcheurs madelinots, balançait l'aiguillat commun par-dessus bord quand il le pêchait accidentellement. Mais depuis que l'usine des îles de la Madeleine a trouvé de nouveaux marchés pour ce mal-aimé des mers, Yvon Chevary prolonge sa saison en pêchant l'aiguillat commun tout l'automne. Il le jetait à la mer, il ne ramassait pas, ça se vendait pas, c'était pas connu. Il y en avant, d'après les pêcheurs, la mer était remplie. L'espèce a l'air en abondance parce qu'il y a des gens qui pêchent d'autres espèces dans d'autres endroits qui nous disent il y avait de l'aiguillat commun. Où est-ce qu'on pêchait le maquereau, il y avait de l'aiguillat commun. Ça a l'air comme un petit requin, un genre de petit requin. Donc, nous, on l'appelle le chien de mer. J'aime quand même beaucoup à faire des nouveaux défis, hein. Essayer de quoi de nouveau. Ça y est pas ça, une nouvelle pêche, j'aime ça. Si on n'avait pas d'aiguillat, probablement qu'on serait arrêté, on n'avait rien à faire, là, parce que le maquereau, on n'a pas eu tellement cette année, là, puis moi, je pêche pas le maquereau. Le matin, on commence avec la glace, notre glace, puis l'appât. Après ça, on s'en va au large. Puis, rendu au large, ben là, on check avec notre ligne, s'il y en a. Ça paraît pas non plus sur les sondeuses. Hein. L'équipement qu'on a à bord, on ne le voit pas non plus. On voit seulement que des petites bases. C'est pas beaucoup. Pour le savoir, il faut le prendre quasiment avec un jigger pour savoir ouais, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. C'est ça, avec une ligne à main, avec un jigger qu'on appelle. Puis c'est avec ça qu'on voit s'il y en a un peu. Puis s'il est petit ou gros. Là, on peut prendre du hareng, mais là, dans le moment, on voit du maquereau. On le coupe en petits morceaux, petites tranches. S'il est gros, le filet, il faut le passer dans la machine pour le couper. Pour faire des morceaux de boîte, des petits morceaux de boîte qui vont aller sur l'hameçon. En fait, nos hameçons, une coupe de 100 à la fois. Ça peut être 350, 400, ça dépend, quelque chose comme ça. Il y a de l'appât, puis ça passe dans la boiteuse, et c'est encore vidé sur le rack qui est là, puis ça sort dans la boiteuse avec l'appât qui est dans la boiteuse. Après ça, le trawl s'enfile. Puis une boîte automatique. Puis toutes les trolls, ça va à l'eau à mesure. C'est parti. Des fois, on va lever les bouts. S'il y en a là, les bouts, tout de suite, on commence à lever. S'il n'y en a pas, ben, là, il faut le laisser un petit peu plus longtemps. Une demi-heure, soit ça va dépendre. Ça peut être 1 heure aussi. Ça dépend.
enlève le poisson là, qui bloque ici, là, le bout ici. Là, le musio, il bloque là, puis ça se décoche tout seul. C'est tous les poissons qui se suivent en arrière de l'eau. C'est une chaîne, ça tout crocheté un en arrière de l'eau. C'est beau à voir. C'est blanc, c'est un beau blanc dans l'eau. Blanc puis gris, là, ça flash. Là. Il faut avoir des 10-12 en ligne. C'est beau à voir. On est pesé de 14 livres. Mais la moyenne doit être à peu près 8-9 livres, je pense. Hein. Nous autres, on le met dans la cale du bateau avec de la glace. On l'enveloppe de glace dans la cale. Là, après ça, on va tout l'emmèner au quai, mais là, on le descend avec... on le descend pour l'avoir à l'usine. C'est à l'usine qui prépare. Il y a trois parties principales dans l'aiguilleur commun. Ça, c'est la partie du dos, c'est la salmonette. Ce produit est vendu en France sous l'appellation salmonette. Ça ici, c'est la partie du ventre. C'est le ventre. Alors nous, on la sépare, on la coupe en deux. Ça, c'est envoyé en Allemagne. C'est fumé. Alors, lorsque ça fume, ça tord. Ça vient tout tordu. Ça, c'est la queue du poisson. Vous avez les ailerons aussi. Alors, ces parties sont envoyées du côté asiatique, en Chine. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'ils font avec. C'est pas des produits qui ont des grosses valeurs financières. Par contre, il y a un débouché. C'est mieux que l'envoyer aux déchets. C'est rugueux, hein? Allez-y, dans ce sens-là, ça glisse. Regardez dans ce sens-là. Ça sert peut-être de ça pour du papier sablé, d'abord. Lorsqu'on fait cuire le dos de l'aiguilleur commun, ça vient une chair blanche, c'est très bonne. Ça goûte un peu, je pense à la texture un peu du flétan. C'est une chair assez courte et qui... C'est bon, c'est délicieux. L'église, c'est comme une chair, quand elle est cuite, l'église, c'est pareil comme du poulet. Ça étend pareil comme du poulet. Il y a des restaurants ici aux îles qui en font la promotion. Ils servent ça, c'est rôti, ils font du filet, puis ils font rôtir ça dans la poêle. Ça fait griller, c'est bon. Ben oui, c'est une bonne saison parce que l'automne, c'est tranquille. À part que le maquereau, la merouille, on la pêche pas encore. Et puis ça nous fait quelque chose pour travailler l'automne. Plutôt que toujours être à la maison. C'est une assez bonne pêche, mais c'est le fun. Quand il fait beau, on y va tous les jours. On essaie d'y aller tous les jours. On sait très peu de choses sur l'aiguilleur commun, tout simplement parce qu'auparavant, on ne l'exploitait pas commercialement. Il y a une chose sur laquelle on s'entend, c'est sur l'importance de mener des études pour prévenir l'épuisement des stocks de l'aiguilleur commun, d'autant plus que c'est un poisson qui a une maturité sexuelle tardive. On parle de 20 ans, ce qui le rend encore plus fragile que la morue. Au cœur de l'agroalimentaire, il y a d'abord et avant tout des hommes et des femmes, comme nous, qui aiment la vie, qui aiment leur métier, qui en parlent avec chaleur et conviction. Ceux qui font de l'agriculture, c'est oubliez pas ça. Oubliez pas ça dans vos prières. C'est parce qu'ils l'aiment. C'est pas seulement qu'un métier, c'est pas une job, c'est une vocation. Là. Tu fais même pas ça pour l'argent, tu fais ça parce que tu l'aimes.
Mais à force de travailler, ben, tu finis par faire de l'argent, c'est normal. Peut-être que je manque un peu de formation pour être capable de trouver les mots, là, mais c'est l'amour du travail. Quand on fait une erreur en agriculture, là, on n'a pas de paye. Quand on a des bonnes récoltes, ça va bien. Quand on a bien décidé qu'on a pris des bons risques. Quand ça va bien, on est content. Quand ça va mal, c'est notre faute. Ben, c'est même agréable de dire que c'est notre faute, des fois, d'avoir manqué notre coup. C'est ce qui manque à beaucoup de gens dans la société. Ils se font diriger par d'autres. Alors, même s'ils sont très bien payés, ils se plaignent continuellement. Quand les gens me demandent si une graine de carotte, tu plantes ça la tête vers le bas puis la tête vers le haut, moi je leur réponds, c'est comme planter des poulets. Tu plantes tout le temps les pattes dans le fond de la terre puis la tête à l'extérieur. Ça respire mieux puis les poulets poussent mieux. Tel un vrai marin, Starbuck peut se vanter d'avoir une fille dans chaque port. Ce taureau Holstein, de réputation internationale, s'est éteint l'an dernier, mais sa contribution au Centre d'insémination artificielle du Québec et aux différents troupeaux laitiers du monde entier a fait de lui une véritable légende sur 4 pattes. Agathe Drolette nous parle de ce prolifique géniteur. Starbuck est un taureau du Centre d'insémination artificielle qui a contribué à apporter un impact important là, dans tout l'élevage Holstein à travers le monde. On a vendu sa semence dans environ 45 pays différents. Puis ça veut dire 685 000 doses de semences qui ont été exportées un peu partout dans le monde. Et ça a finalement résulté en, on estime, 200 000 filles qui sont en production, en lactation dans les troupeaux à travers le monde. Starbuck, bien évidemment, est un taureau qui a permis d'avoir des revenus importants pour le CIEQ. Donc, c'est à peu près 25 millions de revenus qui ont été générés par la vente de semences de Starbuck, ce qui a permis d'améliorer toutes les infrastructures ici, d'acheter des nouveaux taureaux et aussi permettre aux producteurs laitiers d'utiliser la semence des taureaux ici au Québec à des prix qui sont compétitifs, qui sont intéressants pour eux autres. Et les consommateurs, qu'on le croit ou non, peuvent bénéficier de Starbuck parce que ce taureau-là transmettait à sa descendance un contenu intéressant de protéines dans le lait. Puis on sait qu'on recherche aujourd'hui des produits de la protéine dans notre alimentation. Donc, ça a permis d'ajouter plus de protéines, de teneur en protéines dans le lait. Quand on parle de fruits déshydratés, on pense tout de suite aux raisins secs et aux pruneaux. Avec Mario Carrier et ses fruits d'or, ces mots prennent une toute autre signification. Mario a eu l'idée d'explorer ce mode de conservation et de l'appliquer à toute une gamme de fruits et légumes qui étaient produits tout près de chez lui dans son village de Saint-Eugène. Il est parti de presque rien en élaborant ses recettes dans sa cuisine. 5 ans plus tard, les produits fruits d'or se retrouvent dans plusieurs des supermarchés du Québec et mieux encore, ces produits prendront bientôt la route de l'exportation et traverseront l'Atlantique en direction de l'Europe. Bonjour, nous sommes à Saint-Eugène, chez Fruits d'or, à l'entreprise de Mario et Marie-Claude, devant l'église. Fruits d'or, c'est une entreprise qu'on a partie dans le but de déshydrater tout ce qui s'appelle fruits et légumes qui est produit au Québec. Toutes les tomates, pommes, poires, fraises, framboises, bleuets, canneberges, carottes, tout, mais vraiment tout. Puis l'idée, c'était de faire des mélanges qui viennent d'arriver, de faire des mélanges comme les couscous, des repas déjà prêts à manger. Je suis parti avec rien, vraiment rien. Avec mon petit séchoir sur ma table de cuisine, j'ai emprunté 2, 3, 4, 5 000 $ pour partir. Puis je suis vraiment parti avec ça. Ça, c'était mon vrai départ. Et ce que j'apprécie le plus, c'est parce que je ne pouvais pas dépenser trop. Je ne pouvais pas faire autrement, c'est trop d'erreurs. Fait que j'ai commencé vraiment à tout faire moi-même. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de commencer à déshydrater des aliments? L'idée, ça s'est passé à Montréal, je pense, une des premières fois, c'est que je me promenais dans le Chinatown. Puis tu vois à peu près tout ce qui existe, eux autres, en fruits et légumes, viande ou quoi que ce soit, c'est tout séché. Tout. Là, je me dis comment ça se fait qu'ici au Québec, on n'a rien.
Parle-moi du processus ou du phénomène de déshydratation. À quoi ça sert? Ça vient d'où? Ça se passe comment? L'idée première, c'était vraiment de trouver une façon de conserver les fruits et légumes d'une façon qui était à peu de coût. L'idée, c'était d'enlever 90 environ de l'eau qui est à l'intérieur des fruits et légumes. En enlevant toute cette eau-là, les fruits et légumes se conservent. Il n'y a pas de risque de moisissure ni d'empoisonnement parce que c'est des conserves. Ça se conserve très, très longtemps. On a vraiment commencé, l'idée, c'était de faire des fruits pour des collations, des grignotines. C'est ce qu'on a développé. Comme exemple, un des premiers produits qu'on a créé, c'était une pomme, mais avec un jus de fraise naturel dessus. Pomme à la fraise. Oui, c'est l'idée de la pomme croustillante qui est comme un biscuit. On rajoute un jus de fraise dessus naturel pour des grignotines. On reçoit les pommes, on les lave, on les met en morceaux d'une certaine grosseur, tout dépendamment de la sorte de fruits et de légumes qu'on fait. Comme la pomme, on enlève le cœur, on la tranche, on garde la fleur parce que je pense que c'est un bon aliment à garder. On la met dans le séchoir, pas trop épais, que l'air peut circuler partout, sur les étagères qu'on a. Ça sèche environ 24 à 36 heures, tout dépendamment de ce qu'on va avoir après. On met ça en gros sac, puis on envoie soit à la transformation ou à la vente au détail. Qu'est-ce qui se déshydrate mieux? Je dirais que la pomme, c'est le produit le plus facile à sécher, dans le sens qu'il n'y a pas de problème de moisissure, on n'a pas besoin d'agent de conservation, il est disponible pratiquement à l'année. C'est un produit qui est produit en grosse quantité ici au Québec. On a fait un séchoir, puis chauffé avec un système de chauffage à l'eau chaude, qui est économique, qui est rapide. Si on fait le tour des aliments que tu déshydrates, ce serait quoi? Beaucoup de pommes, canneberge, bleuets, de la carotte, de la tomate, le poireau. C'est beaucoup les choses qu'on fait en partie. On fait aussi des aliments spéciaux, comme on développe une canneberge avec séchée, mais avec du sirop d'érable dessus, dans le biologique aussi, pour de la vente vers les États-Unis. Mais c'est surtout les mélanges comme les couscous qu'on a ici, qui sont en vogue présentement. Un repas facile à faire, santé, fait avec des légumes déshydratés, qui se prépare en 5 minutes. Écrire un produit comme ça, il faut trouver la recette, premièrement. On prend la semoule, on mélange avec des fines herbes, avec des aromates, avec de l'ail, de l'oignon, des légumes, on dose. On peut faire environ une quinzaine de recettes, puis on va goûter. C'est tout pesé exactement. On a une balance ici exactement au gramme près qui va nous dire, OK, pour 100 grammes, parce qu'on ne fait pas une bâche de 25 kg quand on fait des essais, mais sur 100 grammes, si tu fais une erreur, ça paraît beaucoup. Puis aussi la balance, parce qu'il faut calculer tout le taux d'humidité qu'on enlève. Et on a une ensacheuse ici qui sert juste à peser à la quantité le plus près possible. Exemple, un couscous, c'est 185 grammes. C'est important qu'il y ait au moins 185 grammes dans le sachet, parce que la recette est faite pour 185 grammes. Si on tombe à 150 grammes, il peut y avoir trop d'eau dedans. En ayant une balance qui est précise, comme celle-là aussi, qui est précise au centième de gramme, on est capable de faire des sachets le plus égal possible. Qui ont 185 grammes, les gens vont mettre leurs 2 tasses d'eau bouillante à l'intérieur, puis la recette doit être équilibrée. C'est important aussi de bien mélanger les recettes. C'est fait quand même artisanalement. Ici, on brasse tout à la main. On voulait un produit adapté pour les consommateurs d'aujourd'hui. Un repas vite fait, santé, avec des aliments qui viennent de la région d'ici. De la tomate, des carottes, toutes des choses qui viennent de la région, qu'on déshydrate, qu'on mélange, qu'on apprête avec un guide de recettes facile à l'arrière. Qui a développé vos recettes? C'est moi qui fais ça. C'est rendu maintenant mon principal travail. 90 de mon temps, c'est pratiquement de développer des nouveaux produits, nouvelles recettes, nouvelles façons, qu'est-ce qu'on va faire comme emballage, vers quoi le marché se dirige. Montre-moi les autres produits que tu as, mis à part le couscous. Il y a ceux-là, comme je te disais. Là, on a une gamme aussi de tomates dans l'huile. C'est des tomates soit en morceaux, soit entières, soit avec de la basilic ou sans basilic qu'on fait, qu'on vend surtout dans les marchés de fruits et légumes. Il y a aussi des sachets à l'unité, comme ici, on a des flocons de tomates. C'est aussi un produit qu'on vend. C'est de la tomate, mais en petits morceaux. Souvent, ce qu'il y a sur le marché, c'est de la tomate, mais en gros morceaux. Souvent, c'est un peu plus difficile à prêter, tandis que quand il y a déjà en petits morceaux comme ça, c'est facile. Elle est déjà toute prête, tu as juste à l'intégrer dans tes recettes. Puis, ce qui a suivi par après ça, c'est qu'on a sorti beaucoup de légumes unitaires, comme des sacs avec du poireau, avec des carottes, avec des mélanges de légumes, tout simplement. Puis les gens, ce qu'ils aimaient plus savoir, on s'est rendu compte, c'est que c'était plus des repas déjà tout préparés, mais avec ces légumes-là. D'où l'idée de faire des couscous à base de légumes du Québec. On parle de l'emballage que tu as pour tes couscous, pour tes produits. Oui, l'emballage, oui. C'est vrai que c'est beaucoup coloré. Il y a une image, entre autres, avec des petits-enfants qui... C'est le logo de l'entreprise. Ça vient de ma blonde, Marc-Claude, qui est artiste peintre. Elle, la peinture, c'est vraiment son métier. Puis c'est mon premier cadeau de fête que j'ai eu quand j'ai parti de l'entreprise, c'était cette toile-là.
Puis elle a fait un comptoir avec des petits-enfants, parce qu'elle fait juste des enfants, qui est comme moi et elle, dans le fond, parce que c'est nous autres qui allons au marché vendre nos produits. Puis avec des petits-enfants qui viennent acheter un comptoir bien décoré. Mais tes produits, tu les vends à qui? On vend surtout à des chaînes d'épicerie, quelques marchés de fruits et légumes, comme exemple les végétariens. On vend à Maxi, on vend maintenant à Provigo. C'est des chaînes qui intègrent ces produits-là parce qu'on est les seuls au Québec qui fabriquent ce type de mélange-là. Puis même, on a un projet pour le printemps prochain avec l'Europe. Je pense qu'on a une bonne étoile, mais aussi on a rencontré des gens qui ont su nous apporter beaucoup de choses. Il ne faut pas se faire d'idée. Négocier avec une chaîne d'épicerie, ça peut prendre 3, 4, 5, 6 mois juste pour avoir une réponse positive sans être nécessairement rentré dans le magasin. Puis après, il faut tout affronter les réseaux, comment ça fonctionne, la distribution, etc. Moi, je me vois. Ce que je me vois, c'est quelqu'un qui est bien dans ce qu'il fait. Capable de se reposer un peu parce que les dernières années, on a travaillé beaucoup. La première année que je prends des vacances. Être capable de prendre un petit peu de temps avec mes enfants, avec ma blonde, avec la famille. La journée où je vais arrêter de créer des nouveaux produits, de développer des nouveaux produits, je pense que l'entreprise va arrêter. C'est ça qui me fait vivre. Gérer une PME en pleine expansion, ça demande énormément de temps et d'énergie. Pour Mario Carrier, le défi est double, parce qu'en plus d'administrer son entreprise, il aimerait bien continuer à créer et à développer. Développer des nouveaux produits, des nouveaux emballages, de nouvelles recettes. Bref, entre le tablier et la digestionnaire, son cœur balance encore un peu. Le bagel a traversé l'Atlantique vers les années 1880 avec l'immigration juive vers les États-Unis. Il se développe aussitôt à un point tel qu'on veut protéger le secret de sa recette. En 1907, à New York, il donne naissance au Syndicat international des fabricants de bagels. Seuls les fils des membres de ce syndicat pouvaient devenir des apprentis et connaître le fameux secret de sa préparation. De toute évidence, quelques membres de ce syndicat n'ont pas su tenir leur langue puisque la recette des bagels est maintenant utilisée par les boulangeries de plusieurs communautés culturelles et que leurs ventes ont connu une progression phénoménale. C'est important pour nous autres de savoir ce que vous pensez de notre émission, voir si vous avez aimé ça. En fait, on veut connaître votre opinion. Écrivez-nous, gênez-vous pas. Notre adresse, c'est Cultivé et bien élevé, 1720 rue du Canal, Montréal, Québec, H3K 3E6, télécopieur 514-931-2126, puis on a aussi une adresse électronique, cultive@pixcom.com. On attend de vos nouvelles. Avis aux gourmets parmi vous, il y a une compagnie de Mont-Louis en Gaspésie qui a entrepris de fumer l'aiguilla commun et on croit que ça pourrait concurrencer avantageusement l'esturgeon fumé sur le marché des produits de spécialité. Et sur ça, bonne semaine!